Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT, le vrai JT de l'écho et le JT de l'or, où j'essaye de vous décrypter l'actualité économique sans vous cacher quoi que ce soit. Alors cette semaine, c'est une actualité à nouveau chargée, à nouveau dominée par un certain nombre de tensions, et vous allez voir, la thématique que je souhaitais donner à ce JT de l'écho, c'est véritablement cet enchaînement, cette idée d'enchaînement entre une phase d'accélération, une phase de surchauffe, une phase évidemment d'explosion et une phase d'effondrement. Ça risque d'être les quatre phases vers lesquelles nous allons. Et si je vous parle durant toute ma série de l'été de la notion et de l'idée d'effondrement, c'est parce qu'il y a une logique derrière. Et cette logique, je vais commencer à vous l'expliquer dans cette vidéo, à la partager avec vous. Et je suis persuadé que, évidemment, ça ne manquera pas de faire réagir parce qu'on parle de choses qui potentiellement sont explosives au sens premier du terme. Alors, la baisse des taux devient de plus en plus au cœur de l'actualité. Jérôme Powell, qui est le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, a été auditionné d'abord par la Chambre des représentants en début de semaine, puis par le Sénat et par les sénateurs en fin de semaine aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que face à la dégradation de la conjoncture économique, face aux tensions persistantes, face aux problèmes qui se profilent, la Réserve fédérale ne va pas attendre que les problèmes se matérialisent, elle va reprendre une politique d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire de l'expansion monétaire, c'est-à-dire en mots simples, compréhensibles par tout le monde, on va imprimer de la fausse monnaie. Et vous allez voir, je vous ai préparé plein de choses pour vous illustrer tout ça, des vraies choses, des vrais trucs que je sors de ma collection personnelle et que je vais vous montrer. Et je suis persuadé que ça va vous intéresser. Mais en tout cas, Jérôme Powell, le gouverneur de la Fed, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va falloir imprimer, imprimer encore pour relancer l'économie. Alors, je le dis souvent, moi j'ai 45 ans, enfin bientôt 45 ans, et ça fait à peu près 40 ans que j'entends les hommes politiques dire que c'est la crise et qu'il faut relancer l'économie. Et plus on parle de crise et de relance, plus la crise s'aggrave et plus la relance est nécessaire. C'est un discours qui tourne en boucle et on fait comme si c'était un discours neuf et nouveau à chaque fois. Alors, cette histoire d'impression monétaire, d'injection de liquidité, elle commence tout de même à interroger les économistes. Alors, à ma gauche ou à ma droite, enfin, on s'en fiche. D'un côté, ceux qui pensent que c'est vraiment très dangereux et que, à un moment donné ou à un autre, on va vers de très grands problèmes parce qu'on ne peut pas jouer avec la monnaie. Et c'est vrai qu'on ne peut pas jouer avec la monnaie. Enfin, on peut jouer avec la monnaie un certain temps et un temps certain. Mais au bout du compte, la monnaie perdra de sa valeur, tendra vers zéro et c'est l'histoire éternelle qui recommence avec des monnaies que l'on détruit. Les monnaies papier tendent toujours vers zéro et la durée de vie en gros moyenne d'une monnaie papier, d'une monnaie fiduciaire, c'est globalement 18 ans. L'euro a déjà 20 ans, donc vous voyez, il est plutôt dans la bonne moyenne. Et puis ceux qui pensent que c'est vraiment génial cette histoire de taux zéro, on peut s'endetter, voire même à taux négatif. Alors pourquoi s'en priver? Endettons-nous encore plus, allons encore plus loin. C'est justement, ça va vous amener à cette idée d'accélération et de surchauffe. On y vient, voyez. On va aller encore plus loin, on va s'endetter encore plus, on va accélérer le mouvement. Parce qu'à taux négatif, effectivement, c'est utile, c'est intéressant, c'est pertinent. Et puis même qu'on pourrait investir, faire des grands travaux. Et vous savez quoi? Relancer l'économie pour combattre la crise avec de la fausse monnaie. Il y a peut-être un problème dans l'énoncé, mais en tout cas, voilà un petit peu les divisions que l'on retrouve aujourd'hui chez les différents économistes. C'est un article de la Tribune qui en parle très bien. Vous pourrez aller le voir. Pendant ce temps, dans le Golfe Persique, le pétrole il monte toujours parce qu'il y a des tensions. Donc les Anglais, les Iraniens ont essayé d'empêcher le passage d'un pétrolier de la British Petroleum. British, c'est anglais, hein. Et donc manque de chance derrière le British Petroleum pétrolier, il y avait une British frégate avec British Missile. Et donc ils ont fait fuir les Iraniens, enfin selon le communiqué officiel. Les Iraniens ont dit que s'ils avaient voulu arrêter le bateau, ils auraient arrêté le bateau, qu'il y ait la British vedette et frégate ou pas. Bref, peu importe. En attendant, à Gibraltar, les British, ils ont arraisonné un pétrolier iranien.
Et donc c'était la réponse des Iraniens à l'arraisonnement du pétrolier iranien au large de Gibraltar par la Royal Navy. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'accélération, je vous parlais aussi de surchauffe, prélude à une explosion et prélude à un effondrement. Alors, l'accélération, c'est l'accélération de quoi? C'est l'accélération de la bulle de tout. Et la bulle de tout, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'impression monétaire, au taux zéro, et au fait qu'on imprime de la fausse monnaie, tout simplement. Donc à partir du moment où j'imprime de la monnaie, cette monnaie, elle va aller s'investir, elle va s'investir dans un certain nombre d'actifs. Et c'est ça que je veux vous montrer, c'est que les marchés boursiers, ils sont en hausse. Ici, le Dow Jones Industrial Average, et donc en gros, c'est l'indice phare américain, 27 168 points, record historique battu de tous les temps. On vient après la crise de 2009, on vient de 7000 points. D'accord? Donc c'est une hausse absolument considérable et il serait assez logique, si on part dans une impression monétaire de plus en plus importante, que ce mouvement s'accélère. Les liquidités créées vont aller massivement s'investir dans les bulles de tout, la bulle de tout, qui est constituée de toute une série de plus petites bulles, la bulle sur les marchés boursiers en hausse, mais la bulle sur le marché obligataire qui est en hausse. Alors là, ce graphique est remarquable, on va s'y arrêter quelques instants pour que je vous montre bien ce qu'il y a à y voir. Ici, c'est la valeur des obligations. Alors, dans les obligations, on raisonne toujours à l'envers. C'est un petit peu compliqué en termes de logique, mais en fait, c'est assez simple quand vous avez saisi le principe. Une obligation, c'est une dette. Cette dette, imaginez, je l'achète aujourd'hui, vous allez me prêter de l'argent, je vais donc vous emprunter des sous et on va émettre un titre obligataire. Et puis, on va dire que vous allez me prêter 100 000 euros à 5%. Ouais, c'est pas mal, 5%. Mais imaginez que demain, les taux d'intérêt il soit à 0%. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mon obligation de vous rembourser pendant 20 ans mes 100 000 euros au taux de 5%. C'est un titre de dette qui vaut plus parce qu'aujourd'hui, on emprunte à 0 ou à 1. Donc, celui qui rachète une obligation qui vaut 5, évidemment, c'est plus intéressant de toucher 5% que 1%. Donc, j'ai envie, sur le marché de l'occasion, si vous voulez, votre obligation à vous là, de notre crédit qu'on vient de se faire à 5%, sa valeur va augmenter. Donc en gros, à taux constant, quand mes taux baissent, si vous voulez, la valeur de mon obligation augmente, et quand mes taux montent, la valeur de mon obligation ancienne émise à un taux éventuellement inférieur, évidemment, va baisser. Donc on raisonne à l'inverse. Donc là, quand la Réserve fédérale américaine, sur des taux quasiment zéro, dit « je vais augmenter les taux », on a un krach obligataire qui commence fin 2017, qui se prolonge tout 2018 et qui accélère. Quand on a eu le grand krach boursier du dernier trimestre 2018, la valeur des obligations chute. Pourquoi elle chute? Parce qu'évidemment, mes obligations, elles ont été émises à des taux proches de zéro, et si les taux augmentent, je vais préférer prêter sur les nouveaux taux que plutôt sur les taux anciens. Donc pour avoir la liquidité sur mes anciennes obligations, je suis obligé de brader le prix par rapport aux taux nouveaux qui sont plus élevés. Donc quand les taux montent, les obligations anciennes baissent, quand les taux rebaissent, les obligations anciennes remontent, puisqu'en fait elles rapportent plus que les taux futurs. Et donc c'est exactement ça que vous devez voir ici. La Réserve fédérale dit « je vais monter les taux, je vais monter les taux, je vais monter les taux ». Ah, elle va quand même monter les taux. Oh là là, donc on corrige préventivement. On est en 2017. La Réserve fédérale monte les taux. On corrige très sérieusement. Elle les monte réellement. Et là, ça commence à couiner tellement fort que la Réserve fédérale dit « oh, on arrête ». Souvenez-vous, Trump, machin, tout ça. Vous allez tout faire exploser, vous allez tout faire effondrer. La Fed dit « ok, j'arrête, on est au seuil de douleur. Je ne vais pas plus haut dans ma remontée des taux, et maintenant, j'arrête, et puis maintenant on dit, je vais sans doute baisser, et maintenant on en arrive à je baisse, probablement à la fin du mois de juillet, donc le 31 juillet, nous devrions avoir la première baisse de taux de 25 points de base, c'est-à-dire 0,25%. Et donc que se passe-t-il? Les obligations remontent.
Et donc plus les taux seront négatifs, plus les obligations anciennes vont voir leur valeur augmenter, évidemment. Puisque les anciennes obligations, encore une fois celles qui ont été émises, rapporteront plus que celles qui seront émises dans le futur, avec des taux zéro, négatifs, voire de plus en plus négatifs. Donc ce graphique-là est très important. Donc je vous reprends, hausse du marché des actions, hausse du marché obligataire, hausse évidemment de l'or avec une petite particularité dans la hausse du marché de l'or qui est une bataille ici sur, on va dire, la frontière des 1400 à 1420 $ l'once d'or parce que c'est une frontière graphique, c'est une résistance graphique. On a un petit peu de mal à la franchir. Il y a une belle bataille qui est en train de se jouer actuellement sur les marchés autour de cette bataille-là, avec une très très forte volatilité d'ailleurs. On a des mouvements très très forts. On passe de 1420 à 1395, puis on repart à 1410, puis on repasse à 1390. Enfin bon, donc on a une amplitude de plus en plus importante sur le marché de l'or. Mais enfin, vous voyez également que ça monte. Pourquoi ça monte tout ça? Eh bien parce qu'on est vraiment dans cette logique de la grande accélération. Donc, je vous l'ai scindé en plusieurs étapes, accélération, surchauffe, explosion, effondrement pour la conclusion, mais c'est un séquençage logique, si vous voulez. Et aujourd'hui, on n'est pas dans la notion d'effondrement, on n'est pas dans la notion d'explosion, on n'est même pas dans la notion de surchauffe, on est vraiment dans la phase 1 du début de la fin, qui est la phase d'accélération. On va accélérer quoi? La création monétaire. Jusqu'à présent, on doit bien comprendre que la création monétaire n'a pas eu de conséquences désastreuses pour la simple et bonne raison que la création monétaire n'est pas faite en échange de rien. Ce que je dis là est très important. La création monétaire qui a été faite jusqu'à présent n'a jamais été elle n'a jamais été réalisée en échange de rien. Elle a été réalisée pour des rachats de titres. Donc les banques centrales émettent de l'argent, mais cet argent vient racheter des titres obligataires, c'est-à-dire des dépenses qui ont déjà été faites. Ce n'est pas de l'injection monétaire directe dans le circuit économique, c'est de l'injection monétaire sur le marché secondaire, sur le marché de l'occasion. Je rachète des titres, j'assure la liquidité sur les marchés. C'est très différent parce qu'après, quand les États remboursent, il y a destruction de la monnaie créée. C'est un titre de dette, et ce titre de dette, quand vous me remboursez, eh bien ça vient ce qu'on appelle stériliser la monnaie que j'avais créée pour émettre ces dettes. Donc phase 1, je crée de la monnaie pour vous faire un prêt. Phase 2, vous me remboursez l'argent que je vous ai prêté. Et donc cet argent vient s'annuler, c'est plus et moins. C'est le processus de stérilisation. Au bout du compte, il n'y a pas de création monétaire, il y a bien une stérilisation. Donc il n'y a pas surchauffe de l'économie et il n'y a pas dévalorisation de la monnaie. En tout cas, à court et moyen terme. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on est en train d'accélérer le mouvement de création monétaire. Ça veut dire qu'à un moment donné, et c'était ça aussi que Laure disait, on va admettre qu'on ne normalisera jamais les politiques monétaires, et comme on ne les normalisera jamais, eh bien, il n'y aura pas le processus de stérilisation, c'est-à-dire que je vais sans cesse émettre de plus en plus de monnaie pour acheter de plus en plus de titres qui seront remboursés avec de l'argent que je vais réimprimer pour créer de nouveaux titres de dette, etc., etc. Donc, en réalité, à un moment donné, les marchés vont être obligés d'admettre qu'il n'y a plus le processus de stérilisation et donc on est parti dans une surchauffe totale de la planche à billets. Et donc, cette surchauffe, avant qu'elle se matérialise sous une forme de surchauffe hyperinflationniste, explosive, etc., il va d'abord falloir qu'il y ait cette phase d'accélération, cette phase de prise de conscience. C'est cette phase-là dans laquelle nous sommes en train de rentrer, puisque les marchés sont en train de se dire « il n'y aura sans doute pas de normalisation ». Ah, mais s'il n'y a pas de normalisation, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben on va aller encore plus loin dans cette politique-là. Ah, donc en fait, on va accélérer. Ah, ben alors si on accélère, qu'est-ce que je vais faire moi en tant qu'agent économique qui a de l'argent à placer? Mais tout de suite, je vais acheter des actions, je vais acheter des obligations, parce que c'est évidemment ce qu'il faut faire, vu que ça va accélérer. Et donc, comme tout le monde et tous les acteurs économiques vont mener le même raisonnement au même moment, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle un phénomène autoréalisateur. Et donc, évidemment, on va rentrer dans cette phase d'accélération. Ça serait assez logique qu'on batte record sur les marchés boursiers. Ça serait logique qu'on batte des records sur les marchés obligataires. Ça serait logique qu'on batte des records sur les marchés immobiliers. Alors,
Évidemment, tout ça, c'est en données corrigées des marchés locaux, machin, etc., des particularités locales, de pouvoir d'achat, d'évolution des salaires, de la manière dont les banques prêtent ou pas à taux négatifs ou pas, etc., etc. Mais en gros, il est logique qu'on ait une accélération de la bulle de tout, elle va grossir encore plus, et cette bulle de tout, je vous rappelle qu'elle se compose de toutes les bulles de rien, c'est-à-dire toutes les bulles qu'on peut trouver, mais bulle boursière, bulle obligataire, bulle immobilière, voilà, et donc toutes ces bulles-là d'actifs, elles vont grossir, jusqu'au moment où évidemment, tout ça, ça va surchauffer, plus personne ne va y croire, ça va exploser, et là, cette fois-ci, cette explosion risque évidemment d'être assez terminale et assez finale, et ça risque de provoquer un effondrement considérable, parce qu'au bout du compte de cette explosion, c'était ce que je vous disais dans l'édition précédente, eh bien, ce ne sera pas une crise financière, ça sera une crise monétaire, matinée d'une crise environnementale, d'une crise de production, d'une crise d'accès aux ressources, d'une crise d'accès à l'énergie, etc., etc. Et donc, cette bulle de tout s'accompagne d'un pic de tout, c'est-à-dire un pic généralisé sur toutes les ressources, et donc c'est la bulle de tout et la crise de tout. Et face à la bulle de tout, en réalité, nous avons la crise de tout. Et ça, c'est une autre idée très importante à retenir. Et donc justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler sur l'effondrement, parce que ça me semble une idée qui est très très importante à partager. Non pas que l'effondrement, il faille le redouter, etc. Il peut être protéiforme, cet effondrement. Ça va dépendre d'énormément de paramètres que personne aujourd'hui ne maîtrise. Mais il est évident que la prochaine crise, si elle est bien monétaire et non pas juste une crise honnête financière, il n'y a aucune raison de penser qu'elle sera juste une crise honnête financière. Vu les politiques monétaires que nous sommes en train de mener, ça nous mène directement à une catastrophe monétaire. Donc il faut se pencher sur cette notion d'effondrement pour bien maîtriser ça intellectuellement et puis essayer de se faire quelques scénarios de comment ça pourrait se passer. Alors, avant de vous présenter mes petits bouquins, je voulais vous montrer deux choses. Je voulais vous montrer ce qui se passe quand on joue avec la monnaie. Alors, sorti de ma collection personnelle, ici, je vais vous l'approcher pour que vous le voyez un petit peu mieux. Je ne sais pas trop, j'espère que ça se verra bien. C'est un assignat 1793, me semble-t-il, ou 1795. 1793, c'est bien ça. Donc ça, c'est un assignat, donc évidemment, c'est les premiers papiers monnaie français, et ça se termine comment? Eh bien, ça se termine dans un immense feu de joie, puisque personne ne croit plus à ces papiers, vu qu'on en a beaucoup trop imprimés. Ici, c'est un billet beaucoup plus récent, avec la technologie moderne des billets. C'est un billet de 50 000 milliards de dollars zimbabwéens. Voilà, 50 000 milliards de dollars zimbabwéens. Donc là aussi, on a une monnaie qui vaut rien. Évidemment, quand en dollars zimbabwéens, l'once d'or vaut 1500 000 milliards de millions de dollars zimbabwéens, c'est pas le dollar zimbabwéen qui monte. C'est pas vous qui êtes milliardaire. Évidemment, c'est le dollar zimbabwéen qui vaut plus rien. Et ça, c'est un marque. Pas n'importe quelle marque, c'est un billet de 1000 marks, un Reichsbanknote, et c'est un billet de 1922. Voilà, 1922, et donc évidemment c'est la République de Weimar. Voilà, donc ça c'est, voilà comment il est de l'autre côté. Donc c'est un vrai, c'est un billet d'origine, et sorti de ma petite collection personnelle. Et donc, voilà, ça, ce sont les errements monétaires, c'est quelque chose de très courant dans l'histoire de l'humanité, et malgré toute notre modernité, toute notre technologie, nous ne faisons absolument pas guère mieux que nos ancêtres, qu'ils soient allemands, français. On part dans cette crise monétaire, et c'était ce que je voulais vous montrer avec ces vieux billets, avec cet assignat, avec ce billet de 1000 Reichsmark de 1923 de la République de Weimar, qui a été l'hyperinflation allemande, où au pire moment de l'hyperinflation allemande,
une once d'or valait 80 000 milliards de Deutschmark, enfin de Reichsmark, et donc évidemment, c'était pas le Reichsmark qui avait de la valeur, c'était pas vous qui étiez riche, c'était le Reichsmark qui s'effondrait par rapport à l'or. Alors, venons-en à tous les bouquins. Donc ici, c'est ma pile de bouquins sur l'effondrement que j'ai lu, relu, et puis qui me sert de base à cette série que je suis en train de vous rédiger quotidiennement sur le site Insolentiae. Donc évidemment le premier, alors c'est classé pas tant forcément par ordre d'importance que je dirais les bouquins vraiment incontournables à lire sur le sujet. Donc le fameux rapport Meadows, ça c'est l'édition qui a été réactualisée en 2004, les limites de la croissance, limit of growth en anglais. Le rapport Meadows, c'est un incontournable, donc ça c'est vraiment à lire. Alors notamment dedans, il y a une forme de scénario, dont celui dont je vous parle, qui est une forme d'accélération avant le, si vous voulez, avant la fin. Le début de la fin, c'est en réalité une accélération de tout ce qu'on a vécu avant. Ensuite, un autre très grand classique, Effondrement de Jared Diamond. Donc ça, c'est super. C'est très très intéressant. C'est, me semble-t-il, l'un des livres de chevet d'Édouard Philippe. En tout cas, c'est celui qu'il cite. Donc ça, c'est passionnant. C'est comment les sociétés décident de leur disparition ou leur survie. Comment les sociétés s'effondrent. Donc ça, c'est un super bouquin. C'est très très important de le lire. Yanis Varoufakis, le Minotaure planétaire, aussi pour avoir conscience de ce qui se passe derrière. Alors, moi j'ai un exemplaire dédicacé par Yanis Varoufakis, donc ça c'est dédicacé personnellement, donc ça c'était juste pour crâner 30 secondes, mais le Minotaure planétaire, c'est important parce que c'est une forme de lecture interne du système et alors à la fois du fait qu'il soit mondialisé, des forces qui s'opposent et qui s'opposent aux États et l'impuissance publique justement pour organiser les affaires publiques et pour organiser les transitions. Et donc la transition quasiment par définition elle est impossible. Et donc c'est pour ça que ce bouquin d'Yanis Varoufakis est intéressant. Comment sera le monde dans les 20 prochaines années? Donc ça c'est le rapport de la CIA. Qui a été déposé sur le bureau de Donald Trump quand il est rentré à la Maison Blanche. Et alors, c'est très intéressant parce que c'est une synthèse, c'est le rapport rédigé par le Conseil national du renseignement américain qui imagine le monde de demain, si vous voulez. Et donc, je vous lis là ce qui a marqué derrière. De cette synthèse découlent 3 scénarios possibles, notamment le premier qui est un monde en proie au protectionnisme et à l'isolationnisme. Je vous rappelle, c'est avant l'arrivée de Donald Trump dans le bureau ovale à la Maison Blanche. Et enfin, et c'est le dernier que je vous présente pour cette vidéo d'aujourd'hui, on continuera la pile la semaine prochaine, l'effondrement des sociétés complexes du professeur Tinter. Donc ça, pareil, un incontournable de chez incontournable. Voilà, c'est... Si on voulait résumer, l'effondrement, c'est quoi? L'effondrement des sociétés complexes, c'est quoi? Eh bien, l'effondrement des sociétés complexes, c'est jamais rien qu'un effondrement, c'est jamais rien qu'une simplification extrêmement rapide de la complexité de votre société. Et donc, on va passer du raffinement et de la complexité des tracteurs guidés au GPS et des avions et des missiles guidés au GPS, au laser, au machin, au truc, à l'attraction animale. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée de l'effondrement. C'est ça, c'est-à-dire c'est dire on est dans un niveau de complexité qui est très important, ce niveau de complexité amène un effondrement et cet effondrement en fait il génère une simplification de la complexité évidemment qui a mené à l'effondrement. Sur ces paroles hautement philosophiques, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT de l'or. N'oubliez pas le rapport sur l'or perspective 2019 et au-delà, parce qu'évidemment tout ça c'est lié, c'est pour les abonnés à la lettre stratégie. N'oubliez pas d'acheter de l'or si vous en avez envie, ça peut vous aider. C'est évidemment pas la seule chose à faire en termes patrimonial et puis surtout... Encore une fois, une bonne approche patrimoniale est toujours une approche diversifiée, mais l'or aura une place
évidemment incontournable et cardinal dans la protection à venir des patrimoines. Et puis, écoutez, on se retrouve dès lundi avec la présentation en PDF de ce JT qui sera sur le site Insolentiae. En bas, vous avez les commentaires, vous avez les liens, vous aurez le lien pour aller télécharger le PDF que lundi. Vous avez donc le droit de mettre les pouces bleus parce qu'il faut le dire à chaque fois, paraît-il. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit évidemment de commenter, vous avez le droit de partager. Et en tout cas, je vous dis à lundi sur le site Inso et à week-end prochain à fin de semaine prochaine pour un nouveau JT de l'or. Merci à toutes, merci à tous, à la semaine prochaine, au revoir, à bientôt.